Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Avant de commencer, je tenais à vous informer aussi que j'organiserai demain un webinaire en partenariat avec IG sur le thème des élections présidentielles américaines, à savoir quel impact auront les élections américaines sur les marchés. Donc, si vous souhaitez me retrouver en live, eh bien, je vous mettrai en fin d'émission euh, le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Et ce webinaire aura donc lieu demain à 18 h pour une durée environ une petite heure. Alors, tout de suite, direction les marchés pour prendre la température, notamment concernant les bourses européennes qui ont quand même terminé la semaine dernière en hausse, soutenues, comme vous le savez, par plusieurs bons résultats d'entreprise, bien que les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus restent quand même assez présents dans l'esprit des investisseurs. En fin de semaine, on a notamment eu des marchés qui ont plutôt bien réussi à résister aux inquiétudes sur la deuxième vague épidémique, malgré des PMI flash contrastés sur l'activité du secteur privé pour le mois d'octobre, puisque les résultats préliminaires de l'enquête ont montré un net ralentissement en France et un retour en contraction en zone euro, puisqu'on est passé sous la barre des 50. Pour rappel, au-dessus de 50, on parle d'une expansion de l'activité et en dessous de 50, une contraction de l'activité. En revanche, on a eu une nette accélération du secteur manufacturier allemand. Toutefois, ce matin, les places européennes ont ouvert dans un climat de marché toujours plombé par la résurgence de la pandémie, qui fait craindre un ralentissement de la reprise économique et un confinement peut-être un peu moins partiel que prévu. On pourra assister aussi à un nouveau lockdown, pas un confinement total, mais à des mesures plus strictes en Europe, encore une fois, et donc cela fait craindre une nouvelle récession à venir pour le quatrième trimestre. Et d'autre part, la majorité des investisseurs s'attendent désormais à plus d'actions de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année. Donc, la BCE tiendra ce jeudi une réunion de politique monétaire. Ainsi, une extension du programme de rachat d'actifs serait à l'étude et la BCE pourrait une nouvelle fois injecter 500 milliards dans son plan d'urgence. Côté US, par contre, Wall Street a plutôt terminé la semaine sur une bonne note, du moins vendredi, dans un marché qui est quand même de moins en moins confiant, comme vous le savez, sur le vote, du moins d'un plan de relance aux États-Unis, à une dizaine de jours de l'élection présidentielle. S'appuyant sur les sondages les plus récents, la plupart des acteurs du marché parient sur une victoire du démocrate Joe Biden face à Donald Trump le 3 novembre, mais n'écarte pas un renversement de tendance ou une contestation des résultats si l'écart est faible. Pour rappel, Donald Trump était quand même donné perdant en 2016 et contre toute attente, il a quand même réussi à remporter les élections. Donc rien n'est fait, même si Joe Biden semble avoir une longueur d'avance sur le candidat démocrate. Sinon, côté feuilleton, dans la saga plan de relance, aucune avancée, puisque en fin de semaine, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé qu'il était encore possible d'obtenir l'approbation d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine avant l'élection, à condition que Donald Trump intervienne auprès des sénateurs républicains qui sont quand même toujours réticents. Et de l'autre côté, on a eu le président et son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui lui ont rétorqué qu'elle devait faire des compromis pour obtenir un accord, puisque des différends importants subsistent encore entre l'administration républicaine et les élus démocrates. Donc un feuilleton encore interminable. Toutefois, le marché commence un peu à
perdre patience, mais dans l'ensemble, les opérateurs restent quand même confiants, je ne dirais pas confiants, mais gardent espoir puisque ce plan de relance devrait voir le jour. Ce n'est qu'une question de temps et bien évidemment, si Joe Biden est élu, autant vous dire que là, ça va être un open bar sur le plan de relance puisque les démocrates devraient faire passer très facilement leur plan de relance qui à la base était aux alentours de 2200 milliards de dollars ou 2800 milliards de dollars. Côté macro, la semaine dernière, je vous parlais des banques centrales qui, face à la résurgence de la pandémie, avaient une nouvelle fois fait gronder la planche à billets et avaient augmenté de manière assez fulgurante l'actif total de leur bilan. Et donc, effectivement, un graphique mis à jour aujourd'hui, nouveau record historique, puisque le total des assets, du moins des actifs des banquiers centraux, donc le bilan total, atteint maintenant les 28 000 milliards de dollars. On est en pleine ouverture des vannes en ce qui concerne la liquidité. Cela permet aussi, comme vous le savez, eh bien, de rassurer en quelque sorte les marchés, du moins éviter une nouvelle rechute assez puissante. Et donc là, c'est le bilan de la Fed, la Banque centrale, la BOJ, Bank of Canada, Australie. Et encore, il manque la Bank of England et la RBNZ, donc la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc si on ajoute ces deux banques centrales, là, on a atteint les 28 000 milliards. Il me semble qu'on est aux alentours de 30 000 milliards, quasiment. Elles ont voulu sauver très clairement un trimestre, notamment le deuxième trimestre, où la contraction était assez violente du PIB. Et donc, on a quand même injecté, on était à 20 000 milliards, on a quand même injecté, si je prends BOE, donc Bank of England et la RBNZ, 10 000 milliards de liquidités sur les marchés financiers. Donc, elles ont quasiment injecté plus en maintenant 6 mois qu'elles ne l'ont fait en 10 ans. Vous voyez, en 2008, ici, c'est à partir d'ici vraiment où on a eu l'omniprésence des banquiers centraux suite à la crise des subprimes. Et là, on avait quand même une ascension assez fulgurante des liquidités sur les marchés, mais rien de comparable avec la crise du Covid où là, vraiment, c'est de l'open bar. Et on constate qu'on était quand même aux alentours de 10 000 milliards, on est passé à 20 000 milliards. Et là, on a quasiment, en fait, on a injecté, comme je vous le disais, en 6 mois, 10 000 milliards. Donc, en seulement 6 mois, soit presque plus qu'en 10 ans, ce qui montre encore une fois que les banquiers centraux sont vraiment les catalyseurs des marchés financiers. Encore une fois, tant que la confiance des investisseurs, tant que les banquiers centraux, ou du moins, savent qu'ils ont la confiance des investisseurs, eh bien, ils continueront de faire tourner la presse à billets au détriment de créer peut-être une survalorisation des actifs, voire même une énorme bulle financière qui pourrait éclater peut-être dans 3, 4, 6, 1 an ou 2 ans, que sais-je. En tout cas, cela ne reflète pas l'économie actuelle. On a des marchés qui sont administrés et des valorisations qui sont notamment dopées par des injections de liquidités et donc on assiste à une valorisation en quelque sorte artificielle sur certains cours de bourse. Toutefois, comme je vous le disais, tant que les banquiers centraux savent que les investisseurs ont confiance en leur méthode, il ne faut pas se mettre en face des banquiers centraux, que ce soit dans votre trading ou dans votre investissement. Comme on dit souvent, don't fight the Fed, notamment aux États-Unis. Effectivement, hein, comme on a pu le voir, cela a permis d'entraîner un Nasdaq sur des plus hauts historiques, un S&P aussi sur des plus hauts historiques.
même si je reconnais que le Nasdaq est porté par l'accélération de la digitalisation et de la tech, je me pose tout de même la question de savoir si les GAFAM auraient ce niveau de valorisation si la Fed n'avait pas injecté plus de 4 000 milliards quasiment sur les marchés financiers. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ces valeurs ne valent pas ce qu'elles vaut aujourd'hui sur le marché, mais en tout cas qu'on est peut-être dans une valorisation qui est aussi certes en lien avec des bons résultats et une sortie de crise par le haut, mais soutenue aussi artificiellement par l'ensemble des banquiers centraux. Ici, nous avons les résultats US à venir cette semaine pour le troisième trimestre. Donc, on a commencé doucement la semaine dernière. Et par contre, cette semaine, nous allons avoir un agenda un peu plus chargé. On va commencer doucement aujourd'hui. On a quand même Alphabet après la clôture, donc Google. Ce matin, on a eu SAP, mais c'est notamment pour le DAX SAP, d'ailleurs, qui a plombé le DAX. On fera un point technique tout à l'heure, ce qui explique pourquoi le DAX perd plus de 2%. C'est à cause de SAP, on fera le point tout à l'heure. Donc Alphabet après la clôture, et puis après ça commence surtout mardi, donc Pfizer, 3M, Caterpillar, donc 3 valeurs au sein du Dow Jones. Microsoft après la clôture, Microsoft fait aussi partie de l'indice Dow Jones, comme de l'indice Nasdaq et comme de l'indice S&P 500. C'est une énorme capitalisation, donc mardi ça risque de bouger pas mal sur le Dow Jones, aussi sur la tech. Mercredi, Boeing, c'est dans le Dow Jones. On a Mastercard et Visa, ça c'est de la tech, mais elles ont quand même de grosses capitalisations. On est aux alentours, il me semble, de 200 ou 300 milliards. Donc on est quand même sur des grosses capis pour les deux titres. Et on a aussi eBay dans le Nasdaq, mais surtout, je pense que la journée la plus importante, ce sera celle de jeudi, puisque là, on a carrément Apple, Amazon, Facebook. Donc, les plus grosses capitalisations boursières, notamment Apple et Amazon, publieront leurs résultats jeudi soir, après la clôture des marchés. Donc, logiquement, on devrait avoir une séance assez animée le lendemain, vendredi. Donc, prudence, si vous tradez le Nasdaq, soyez informés en tout cas des résultats à venir et notamment des big tech qui risquent de faire décaler le marché. Et enfin, on terminera vendredi avec ExxonMobil. Et donc ça, pareil, c'est un titre, c'est une société qui compose l'indice Dow Jones. Enfin, pour terminer la partie macro, on constate quand même qu'on a un flux de capitaux assez important depuis 2019 sur le Bitcoin et l'or, notamment via les ETF sur l'or, et que le Bitcoin et l'or ont tous deux connu de fortes entrées, en tout cas cette année. Depuis la crise du Covid, on a quand même eu une belle accélération. C'est un graphique de JP Morgan et le potentiel de hausse à long terme pour le Bitcoin est considérable s'il est en fait davantage en concurrence avec l'or comme monnaie alternative. JP Morgan explique que l'arrivée des millennials eh bien, devient une composante plus importante pour l'univers des investisseurs, puisque ces derniers, eh bien, en quelque sorte, cherchent à fuir les monnaies fiat qui sont manipulées, comme je vous l'expliquais en introduction, notamment par les banquiers centraux grâce aux injections de liquidités.
derrière. Pour le moment, tout a l'air d'aller côté banque centrale grâce à leurs injections de liquidités, mais cela pourrait créer une dévaluation de la monnaie, notamment comme c'est le cas avec le dollar, qui reste quand même assez plombé. Et donc, l'autre alternative, eh bien, c'est de se réfugier en quelque sorte vers des monnaies alternatives comme la crypto-monnaie, donc le Bitcoin, ou un actif tangible comme l'or. Très clairement, les deux actifs forts de cette année, c'est le Bitcoin qui enregistre quand même une performance de plus 90%, et enfin le gold qui lui doit enregistrer une performance, il me semble, de plus 25-24%. Donc des performances remarquables en tout cas. Et face à la dynamique actuelle qui n'est pas prête de changer, bien au contraire, la crise du coronavirus n'est pas terminée, on est en plein dedans. Les banquiers centraux vont continuer leur politique ultra accommodante en pensant que c'est une solution qui résoudra tous les problèmes des marchés financiers. De ce fait, face à des fondamentaux qui se dégradent, des banquiers centraux omniprésents, eh bien, cela devrait encore profiter à la crypto-monnaie et au gold pour les semaines, voire les mois à venir. Et très clairement, ce graphique eh bien, souligne la tendance qui est actuellement en place sur ces deux actifs. Donc une tendance très forte, comme on peut le voir graphiquement, et un flux de capitaux très important qui commence justement à s'orienter vers ces deux classes d'actifs. Côté graphique maintenant, eh bien, on va s'intéresser à notre indice national, le CAC 40. Le CAC 40 tout court. Alors, on a ouvert avec un joli gap baissier ce matin face aux craintes, comme vous le savez, autour de la pandémie, voire de nouvelles mesures un peu plus strictes dans certains pays, notamment en France, puisqu'on a quand même atteint un niveau record ce week-end. Aussi une contraction des PMI flash, comme je vous le disais en introduction, donc des fondamentaux qui se dégradent, une reprise économique qui se tasse, un ralentissement, une contraction peut-être à venir au quatrième trimestre. Tous les espoirs se tournent encore une fois vers les banquiers centraux, enfin du moins vers la Banque centrale qui donnera une réunion ce jeudi. Donc attendons-nous à un discours assez accommodant, je pense. Toutefois, pour le CAC, je ne m'attends pas à un flux directionnel avant les élections américaines, plutôt une phase de range, hein. Pourquoi pas se faire une petite frayeur en direction des 4007, voire de retourner sur les 4985, voire 5000 sur excès, mais pas de folie, en tout cas. Personne ne va prendre le risque, sauf si aggravation vraiment de la crise sanitaire ou mesures très strictes à venir. Dans ce cas-là, oui, mais sinon, on devrait continuer en fait à évoluer dans cette phase un peu léthargique, finalement un peu dans un triangle descendant, un range qui me paraît quand même d'être un peu larvé. En tout cas, on est dans une énorme phase d'indécision et de stabilisation depuis le mois de juin, finalement. À court terme, ce qui va nous intéresser, ce sera surtout ce range. En données 4 heures, pour l'instant, on est dans un magnifique range. On est quasiment venu chercher à l'open sur le gap baissier la borne basse. Pour le moment, on se situe un peu au milieu du range, un peu au milieu de nulle part. Donc, les pivots clés à surveiller, ce sera la cassure de la borne haute ou la borne basse, tout simplement. La borne haute, j'ai quand même du mal à envisager une cassure de la borne haute pour aller chercher les 5080 points. Pas dans l'immédiat en tout cas. Par contre, vu la situation, un retour sur les 4007 pour se faire une nouvelle frayeur ne serait pas à exclure. Sinon, entre-temps, eh bien, ça va être un ping-pong entre les deux bornes en attendant la cassure pour accompagner le momentum à venir. C'est vrai qu'on est quand même pas mal capé par la moyenne mobile 200 daily, qui est juste ici, avec la moyenne mobile 50. Donc attention, pareil, à l'approche des 4930, on pourrait aussi commencer à initier une stratégie vendeuse
étant donné qu'on aura quand même un double niveau de résistance. On aura la MM50 qui restera à plat, par contre la MM200 devrait continuer une nouvelle fois à s'orienter vers la MM50, et donc avec le bas du nuage devrait offrir un gros niveau de résistance. En parallèle, on aurait quand même Chikou qui viendrait buter, vous voyez, ici sur le bas. Donc, ça pourrait coincer une nouvelle fois. Pas sûr qu'on ait un super range à venir. Plutôt un range, encore une fois, c'est larvé et capé par des gros obstacles. Là, la moyenne mobile 50, 4 heures, elle viendrait s'aligner sur le niveau des 4930. Donc, pareil, on voyait qu'on ne fait pas des belles rotations, que la hausse semble limitée en tout cas, le sentiment qu'on a une hausse limitée, qu'on a plus de potentiel à la baisse, mais que le sentiment tout de même qu'on ne devrait pas se faire une grosse frayeur à l'approche des élections. Toutefois, un retour sur les 4007, si on franchit la borne basse, n'est clairement pas à exclure. Concernant le DAX, donc moins 2,40 sur le DAX, tout simplement SAP. SAP, c'est une grosse société qui compose l'indice DAX 30 et elle a une énorme pondération dans l'indice. Et donc, quand le titre perd 20% sur l'annonce de mauvais résultats, eh bien, autant vous dire que le DAX se prend une petite claque. Et derrière, voilà ce qui explique la chute assez impressionnante du DAX par rapport au CAC 40, qui lui est un petit peu dans le rouge, on perd 0,7, mais le DAX perd quand même quasiment 2,5, notamment dû à SAP, et non pas à cause de la résurgence de la pandémie, même si c'est un élément à prendre en compte, mais le gros du mouvement se fait par la chute ascensionnelle du titre SAP. Alors, concernant le DAX, par contre, le sentiment qu'on vient valider en fait une ETE, enfin la fameuse ETE, mais toutefois, je me montre prudent. Je considère qu'on a un trou d'air ici parce que c'est sur l'annonce de SAP. Derrière, le titre pourrait très bien reprendre 5% avant de replonger et derrière, venir combler. Finalement, c'est dû à un résultat d'une société, mais ce n'est pas un catalyseur suffisamment puissant. Donc, certes, actuellement, on a validé, enfin, du moins, il faudrait attendre la clôture, mais on est bien passé sous la ligne de coup de l'ETE. Néanmoins, on assiste à un trou d'air ici. Et on pourrait très bien passer au-dessus juste pour venir combler et se stabiliser avant peut-être d'avoir un véritable catalyseur, un véritable élément exogène des marchés qui viendrait plomber la dynamique haussière en place depuis le mois de mars. Donc là, prudent. Pour le moment, les prix valident le signal, en tout cas, mais ça ressemble à un trou d'air, en tout cas. Donc derrière, on pourrait très bien, comme je vous le disais, remonter avant, se stabiliser avant de déclencher un flux baissier. Comme je vous le disais sur le CAC, je ne m'attends pas à avoir un flux directionnel important, à peu près la même chose sur le Nasdaq. Le titre perd quand même 20%, je ne m'attends pas à ce qu'il perde encore 10 voire 15% demain. On est quand même sur des sociétés les plus solides de l'indice DAX. Et peut-être que les investisseurs ont été un peu trop sévères avec le titre. Il pourrait très bien reprendre 5 voire 10% demain. Il n'y a aucune certitude à avoir, en tout cas, sur le titre. Par conséquent, je me méfie. Toutefois, je reconnais que la dynamique se dégrade à court terme. Très clairement, on avait déjà cette épaule, tête épaule 4 heures. On évoquait vendredi et mercredi. Cette épaule tête épaule qui avait été validée avec un pullback un peu agressif et derrière ça part. Donc, effectivement, techniquement, force est de constater en tout cas que la dynamique se dégrade. On a une figure chartiste, une épaule tête épaule 4 heures qui nous valide une épaule tête épaule daily. Donc j'ai du mal à trouver des éléments haussiers si je regarde uniquement les prix. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que pour l'instant, très clairement, les vendeurs gardent la main. Toutefois, n'oublions pas qu'on a un énorme niveau à passer. Voilà, c'est MM200 et MM50 qui sont couplés au même point. Vous voyez qu'on est quasiment venu se poser là-dessus. Et donc pour moi,
le véritable signal, ce sera la cassure de ce double niveau qu'on n'a jamais réussi à casser depuis le mois de juin. Passer au-dessus, on se fait une frayeur, support, 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 support encore une fois, et là, de nouveaux supports. Donc l'ETE sera vraiment, on pourra dire qu'elle sera complète et validée, sans avoir un risque de bear trap, lorsque le marché sera passé sous les 13 240. Et là, on pourra aller chercher en premier lieu la Kijun, le plat Kijun, à 11 800 points. Le Dow Jones, structure qui ressemble quand même à une étoile du soir. Dommage qu'on ait une mèche plus grande que le corps, mais sinon bougie flux, enfin étoile du soir doji, bougie flux, léger gap haussier. Vous voyez, on ouvre avec un gap haussier, on clôture, on fait un doji, et derrière, c'est dommage qu'on n'ait pas fait le gap baissier, mais on a quand même une bougie flux. Elle manque un peu de corps, cette bougie. C'est vrai qu'on aurait fait une bougie flux, on aurait cassé vraiment les 28 200. Donc, on aurait fait une bougie qui aurait retracé plus de 50% du corps de la première bougie. Donc, condition de renforcement du pattern. Là, vous voyez qu'on a clôturé, mais on n'a pas franchi plus de 50% du corps de la bougie précédente. Donc, en soi, on a une figure de retournement, mais incomplète, encore une fois. Ici, le support tient toujours. Toutefois, sur les futurs, il me semble qu'on est légèrement dans le rouge, donc à surveiller. Et tant qu'on ne casse pas le support des 28 200 avec la MM50, eh bien, les acheteurs gardent la main, tout simplement. Ça consolide. Pareil, le marché américain pourrait très bien aller chercher les 29 120, puisqu'on est dans un range finalement, d'ici les élections, mais je vois mal le marché s'emballer et accélérer en direction des 30 000 à l'approche du scrutin. Par contre, on a un beau gap baissier ici. C'est vrai que si on enfonce la MM50 et le support des 28 000, on pourrait dégringoler pour venir prendre appui sur la borne basse de ce canal haussier et venir combler le gap qui est resté ouvert. En données 4 heures, pour l'instant, on est toujours dans un range, très clairement. Voilà. Donc, à surveiller. Effectivement, on pourra avoir un double top, un peu larvé sur la fin, mais on a un scénario de double top si on vient casser tout ça, avec la MM50. Et donc derrière, l'objectif, ce serait d'aller chercher, vous voyez, les 27 445. Ça ne correspond pas à grand-chose. Par contre, on a un trou ici, on a un gap qui n'est pas refermé, donc derrière, le marché pourrait très bien faire une mèche, venir prendre appui sur sa MM 204 heures, et au passage, rebondir sur la borne basse du canal avant de reprendre de la hauteur. Voilà les deux scénarios à surveiller pour cette semaine. Risque de double top avec dégringolade pour venir combler le gap. Sinon, si le marché tient sur son support des 28 200, on vise la borne haute pour aller chercher derrière, en extension, cette fameuse oblique baissière couplée à la borne haute de notre range daily. L'euro-dollar. Dans un range, finalement, on est toujours bloqué sur les 1,1875. C'est le fameux niveau à passer pour aller chercher la borne haute de ce pseudo-range. Enfin, du moins, ça permettrait de confirmer qu'on a bien un range si on a fait un point de contact en haut, un point de contact en bas, qu'on fasse un deuxième ici. Ça permettrait vraiment de confirmer ce scénario. Donc, en daily, on tente de faire la rotation toujours complète en direction de la borne opposée. En données 4 heures, voilà. Même scénario de range, encore une fois, on pourra avoir juste ici.
dans un canal haussier pour l'instant. Ouais, redescendre encore un peu plus bas, vers les 1,1755. Le range n'est pas tip top, mais bon, ça ressemble en tout cas à un scénario de trading range, de stabilisation, avec la borne haute, vous voyez, qui correspond au niveau des 1,1875. Mais sinon, derrière, on tente de faire une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce canal. Donc, à surveiller la cassure de ce niveau pour accélérer en direction des 1,1950 pour l'instant. Pour moi, le niveau qui m'intéresse, c'est le niveau des 1,1950. Ici, il faudra surveiller si on n'a pas un essoufflement du marché, une divergence, un chandelier de retournement pour mettre en place une stratégie de ping-pong entre les deux bornes, tout simplement. Et là, on a un beau niveau de support, belle résistance, trading range, pareil, si on casse, un achat avec un stop juste sous le niveau des 1,1875 permettrait de donner quelques pips, quasiment 100 pips, pour rallier la borne haute. L'AUD-NZD. L'AUD-NZD qui dégringole quand même, mais qui pourrait rebondir sur un niveau intéressant en tout cas, puisqu'on est sur un beau niveau de support ici. Vous voyez, on a un point bas juste là. Je vais agrandir le graphique. On a une belle zone. Juste ici. Le point bas, le point haut ici. On est venu travailler, pullback, on est venu casser. Là, on a pas mal travaillé et on est à l'approche de la MM200 qui arrive en soutien. On est sur un beau niveau de support, sûrement un support hebdomadaire à mon avis. Ouais, on va le mettre au niveau de support hebdomadaire très clairement. On voit bien. Et donc, la paire pourrait tenter en tout cas de reprendre des couleurs. Pour l'instant, pas de chandelier de retournement. Toutefois, je note la formation d'une divergence ici, avec un double creux en soutien. Donc, belle divergence haussière en cours de formation. Cette dernière n'est pas validée. Il faudrait qu'on repasse au-dessus du deuxième creux. Toutefois, on est sur une belle zone de support, une divergence haussière en formation, potentiellement un double creux. Et donc derrière, si on reprend de la hauteur et qu'on casse la Kijun, on pourrait valider le double creux, la divergence haussière et reprendre un peu de hauteur. Donc, une stratégie en tout cas à surveiller cette semaine sur la paire AUD-NZD. Et derrière, ce serait bien de faire un beau chandelier de retournement ici. Un marteau par exemple, hein, si on finit la séance au-dessus du support ici, on pourrait former un petit marteau. Donc derrière, demain, si on a une bougie verte, marteau confirmé, double creux confirmé, divergence haussière confirmée, et ça permettrait d'aller chercher 50% du retracement de la dernière vague de baisse, et donc d'aller chercher les 1,0765. Le GBP face au yen. Alors ici, on a une belle zone de polarité qui est toujours en place sur le GBP yen, vers les 135,40. Belle zone qu'on a travaillé depuis le mois de septembre ici, et elle fait office de support donc, et on est dans un range, encore une fois. Beaucoup de range sur pas mal de paires de forex de toute façon. Donc là, on a notre belle zone. Et ici, très clairement, le range actuel sur la paire. Donc encore une fois, stratégie de ping-pong entre les deux bornes, attendre un retour sur la borne haute avec un signal de retournement ou un retour sur la borne basse, pareil avec un signal de retournement, sinon la cassure pour accompagner le flux à venir.
En hebdo, voilà. Vous voyez que le niveau de support, ça correspond aussi à un beau plat Kijun, à mon avis, qui doit se mettre juste ici avec le bas du nuage. Le haut du range correspond au plat Tenkan. Donc en fait, on est vraiment compressé entre. Là, c'est vraiment la neutralité, hein. Quand les prix se trouvent entre Tenkan et Kijun, généralement, il n'y a strictement rien à faire puisque c'est un marché qui hésite, tout simplement. L'attentisme prévaut. Et derrière, si on affine sur des unités de temps plus courtes, on se rend compte qu'on est dans un range. Donc, la cassure d'une des deux bornes eh bien, devrait donner le tempo pour la suite. En attendant, stratégie de trading range. Les matières premières maintenant avec le gold. Alors, pas d'évolution importante en tout cas depuis la fin de la semaine, depuis la semaine dernière. Il se passe absolument rien. Le scénario, lui, n'a pas changé, c'est toujours cassure de la même 50 et de la fameuse zone 1915-1922, ce qui permettrait au prix d'accélérer derrière et de passer par le passage, je ne vais pas dire faible du nuage, mais par là où les prix mettront moins de temps à sortir en tout cas. Donc peut-être que d'ici, possible que cela se fasse jeudi, notamment avec le discours de la BCE, surtout si elle commence à parler d'inflation à venir. Donc, cela pourrait doper les cours de l'or derrière, encore une fois. À surveiller. Je pense que le métal jaune pourrait réagir au propos de Christine Lagarde d'ici jeudi, mais le pivot à franchir reste ce niveau-là, 1920, pour enfin déclencher une nouvelle vague de hausse. Et pour l'instant, malgré la sortie de Bizot, le gold manque de carburant, on va dire, pour déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais la dynamique, elle, reste haussière et elle devrait le rester encore un bout de temps pour les semaines et les mois à venir. Toutefois, selon moi, le signal technique haussier sera donné à la cassure de ce fameux niveau. Et en données 4 heures, on avait potentiellement un triangle, mais ça ressemble à un range aussi. L'indécision. Voilà, depuis le 6 octobre, il ne se passe absolument rien. Donc, attendons, on fera le point du coup vendredi. Peut-être que d'ici là, on aura enfin eu un signal haussier sur l'once d'or. Le Brent, qui lui dévisse ce matin, sortie de range par le bas durant la nuit. Rappelez-vous, on avait ce range ici en données 4 heures, enfermé dans le range daily, enfin, range 1 heure dans le range 4 heures qui ressemble plutôt à un range daily. Et là, on est venu casser par le bas hier soir et on accélère. Donc, logiquement, prochain niveau à surveiller, 39,5. Direction la borne basse, nouvelle rotation, enfin rotation complète des prix à l'intérieur du range. Là, on est en train d'enfoncer même 200 Kijun, on a réussi à reprendre un peu des couleurs, mais fin de consolidation et logiquement les prix devraient aller chercher la borne basse. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'attendre un retour des prix sur la borne basse pour tenter, attendre de voir si oui ou non on a un signal de retournement pour tenter une nouvelle rotation. Et par contre, en cas de cassure, eh bien, une nouvelle dégringolade à prévoir vers des niveaux de support un peu plus bas. En hebdo, on n'a pas beaucoup d'informations, à part que les prix commencent à rentrer dans le nuage. Au-dessus une Tenkan, une MM50. La hausse semble encore une fois limitée. Je suis plutôt quand même baissier sur le pétrole. Enfin, je privilégie un scénario plutôt baissier, voire de stabilisation, plutôt qu'un scénario haussier avec une poursuite de la hausse en direction des 52. Vu actuellement la résurgence de la pandémie et le choc de la demande que cela pourrait provoquer en tout cas dans plusieurs États,
je vois mal le pétrole s'envoler en direction des 52, 56, mais plutôt se stabiliser et puis se faire une petite frayeur, pourquoi pas en direction des 37, 30. Mais là, actuellement, on est quand même plutôt dans une dynamique baissière avec cette sortie de range 4 heures qui ouvre la voie tout simplement à un retour sur la borne basse à 39,5. Donc à partir de là, il faudra surveiller un signal technique ou tout simplement si le support pourrait aussi très bien céder sous la pression vendeuse et dans ce cas-là aller chercher le prochain support. Le light, exactement la même chose, même scénario, sortie de range. La dynamique de toute façon est exactement la même que sur le Brent. Un range daily, un range 4 heures. On en sort par le bas. Pareil, 37,75 à aller chercher. Et en extension, 36,69 et continuer à travailler ce range en fait. Le pétrole, c'est du range depuis. Alors on s'est stabilisé depuis le mois de juin et puis là, le marché semble quand même assez tiraillé entre les espoirs de vaccins qui quand même dopent de temps en temps le cours et puis le retour à la réalité avec la résurgence de pandémie et des nouveaux cas, enfin du moins un pic de nouveaux cas historiques d'un point de vue mondial qui pourrait affecter la demande, encore une fois. Mais sinon, la stratégie est exactement la même sur le light ou sur le Brent. La dynamique depuis la chute ici, rien n'a changé. Donc, soit vous prenez le Brent, soit vous prenez le light, mais vous ne prenez pas les deux. Donc, il faudra choisir l'un des deux actifs. On ne s'amuse pas à trader sur les deux actifs en même temps. Choisissez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Le Bitcoin. Propre, graphiquement, c'est beau. On a enfoncé la résistance des 13 010, les 13 000 points, même 13 000 points, 13 000 $. Pour rappel, le niveau des 13 000, ça correspond à ce niveau de résistance, juste ici. Voilà. Sur les mèches, sur le bas des mèches ici. Donc on est passé au-dessus. Prochain niveau, selon moi, c'est les 13 635, 13 640. On notera quand même une belle dynamique. Toutefois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut des phases de stabilisation, de repli du marché. Le marché a besoin de reprendre son souffle. Certes, on a des marchés qui peuvent monter verticalement, mais de manière générale, une tendance saine, c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, comme c'est le cas en évoluant dans ce canal haussier. Actuellement, on est plutôt dans un sommet de marché que dans un creux. Donc, on pourrait s'attendre à une stabilisation à venir de la part de la crypto, même si elles ont très clairement le vent en poupe avec le flux d'actualité qui est quand même positif sur l'ensemble des cryptos, que ce soit avec PayPal, que ce soit avec Square. Donc, les fondamentaux sont en rendez-vous. Toutefois, on a fait une belle hausse. Et encore une fois, il est prudent de remonter son stop. Je ne dis pas que le marché est en train de s'essouffler, je dis juste qu'on est sur un niveau technique. Alors, point encourageant, c'est qu'on est au-dessus de la résistance, qui est maintenant fait office de support, donc on est au-dessus des 13 000, mais on semble bloqué, du moins freiné, par cette borne haute de canal. Après, on pourrait très bien continuer à monter en mode en crabologie, vous voyez, grignoter ici pour aller chercher les 13 635 $. Et après, le prochain palier, c'est 14 400. Néanmoins, je note tout de même la divergence 4 heures. Alors, elle est validée, mais on n'a pas de correction. Et on a quand même une belle divergence ici. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Elle est validée. Toutefois, je considérerais que cette divergence a plus de chances de fonctionner, en tout cas, si les prix font une incursion sous les 13 000.
Étant donné qu'on a cassé cette résistance et que là on est sur un support, vous voyez qu'en plus on a la Kijun qui vient se mettre à plat en données 4 heures, on ne vend pas un support, on attend sa cassure. Derrière, effectivement, si on passe sous 13 000, je n'exclus pas un retour sous les 12 500. Mais la dynamique est complètement haussière. Toutefois, juste une phase de respiration, de consolidation de la part du marché avant de déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais là, actuellement, c'est peut-être un peu tôt pour se positionner à l'achat. On a cette divergence, elle est validée d'un point de vue des prix. Pour l'instant, très clairement, on n'a aucune correction puisqu'on est sur un support. C'est vrai que si on reporte l'objectif, ce serait d'aller chercher les 50%. L'objectif de la divergence, ce serait d'aller chercher les 12 265 dollars quasiment. Pour le moment, je note ce scénario. Il n'est pas confirmé tant que le support n'est pas enfoncé. Donc elle pourrait très bien dysfonctionner, cette divergence, hein, même si le taux de succès est relativement élevé sur les cryptos. Là, le RSI l'a confirmé, mais elle pourrait dysfonctionner. Pour moi, je ne la confirme pas en tout cas, tant on n'a pas une clôture daily ou même une belle clôture 4 heures sous notre Kijun et sous le niveau des 13 000 points. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme je vous le disais en introduction, vous pouvez me rejoindre demain à partir de 18 h pour un webinaire live sur les élections américaines et quels seront les impacts sur les marchés. Donc, on fera un peu un tour d'horizon sur la politique un peu américaine actuelle, où en sont les sondages. On verra un peu le programme des candidats et puis derrière, on fera surtout une grosse partie technique et analyse fondamentale avec les prévisions à venir et les actifs notamment à surveiller pour cette fin d'année et pour le début d'année 2021. Donc, si vous souhaitez me rejoindre en live, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce webinaire qui aura lieu donc demain à 18 h. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit demain en live à 18 h, soit mercredi pour faire un nouveau point sur les marchés.